Les hommes ont toujours voulu voler comme les oiseaux. Certains, au fil de l'histoire, n'ont pas hésité à employer les moyens les plus intrépides, comme celui-ci, qui sauta du haut de la tour Eiffel au début du siècle. Avec des conséquences tragiques. D'autres découvrent à leurs dépens que la force musculaire ne suffit pas à propulser une machine volante. Et pourtant, les frères Montgolfier et d'autres ont fait voler des ballons dans les années 1780. Et vers le milieu du 19e siècle, on utilise des ballons pour l'observation militaire. Et les ballons utilisent des gaz plus légers que l'air, mais il faudra attendre le moteur à combustion pour faire décoller un engin plus lourd que l'air. Ce n'est que vers la fin de 1903 que les frères Wright réussissent le premier vol en aéroplane en Caroline du Nord, aux États-Unis. Ce succès déclenche immédiatement l'enthousiasme et en quelques années, tous les grands pays construisent des avions. La prouesse du Français Louis Blériot marque une nouvelle étape de l'histoire de l'aviation. En juillet 1909, il effectue la première traversée aérienne de la Manche. Les stratèges réalisent que les avions pourraient jouer un rôle militaire. Ce sont les Italiens qui les utilisent pour la première fois en 1911, pendant la guerre contre les Turcs en Libye. Le moteur à combustion favorise la mise au point des dirigeables. Ils sont de deux types, souples, sans support extérieur ou intérieur, avec une enveloppe de coton ou de lin caoutchouté, ou rigides, dont le plus connu est le Zeppelin, de fabrication allemande, avec une armature en métal. Lorsque la guerre éclate en 1914, les avions sont de trois types. D'abord les monoplans et les biplans à hélice tractive, au moteur placé dans le nez de l'appareil. Et ensuite, les biplans à hélice propulsive au moteur placé à l'arrière du cockpit. Au début de la guerre, les Français possèdent 27 escadrilles de 8 avions chacune. Les Britanniques ont environ 80 appareils, tandis que les Allemands disposent de 33 escadrilles totalisant 200 avions. 4 ans plus tard, en 1918, la plupart des pays possèdent une force aérienne. Les Allemands, les Français et les Britanniques ont fabriqué chacun plusieurs milliers d'avions. Au début, les armées utilisent les avions pour la reconnaissance. Ce premier biplan allemand a été utilisé dans ce but lors de la bataille de Tannenberg sur le front de l'Est, en août 1914. Il jouera un rôle important dans la victoire allemande. Ces avions de reconnaissance ne sont pas armés. Pourtant, dès 1911, les Américains s'étaient livrés à des tirs à la mitrailleuse et à des essais de bombardement par avion. Les Italiens avaient fait de même en Libye. Les pilotes se rendent rapidement compte qu'ils doivent empêcher les avions ennemis d'observer ce qui se passe au sol et on commence à armer les appareils. Il s'avère toutefois qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de tirer
avec précision en vol. On peut monter une mitrailleuse sur l'aile supérieure, mais elle est difficile à recharger. Si on la place sur le côté du cockpit, il est pratiquement impossible de tirer avec précision. Les avions à propulsion arrière, comme ceux FE-2B britanniques, n'ont pas ce problème, mais ils sont généralement moins maniables que le monoplace à traction. En avril 1915, le pilote français Roland Garros monte des déflecteurs d'acier sur les pales de l'hélice de son monoplan Morane Saunier. C'est un succès, mais au cours d'une mission, il est contraint d'atterrir et est fait prisonnier. Un ingénieur hollandais, Anthony Fokker, ici à gauche, qui travaille pour les Allemands, perfectionne le procédé. Il s'agit d'un dispositif qui synchronise le tir de la mitrailleuse au mouvement de l'hélice. Cette invention révolutionne la guerre aérienne sur le front de l'Ouest. À partir d'août 1915, l'aviation allemande est maîtresse du ciel. Ses biplans et ses monoplans déciment les avions anglais et français. Mais la précision du tir des mitrailleuses à l'avant n'est pas le seul secret des Allemands. Les pilotes sont conscients qu'ils doivent mieux manœuvrer que leurs adversaires s'ils veulent garder la vie sauve. L'acrobatie va donc jouer un rôle décisif. L'Allemand Max Himmelmann met au point une manœuvre consistant en un demi-looping suivi d'un tonneau, ce qui lui permet de se placer rapidement au-dessus de son opposant et derrière lui. Voici comment Himmelmann s'y prenait. La supériorité des Allemands est si grande qu'au début de 1916, les Anglais décident que chaque mission de reconnaissance devra avoir une escorte armée. C'est le début des vols en formation. La reconnaissance aérienne n'en demeure pas moins essentielle pendant toute la durée de la guerre. Elle permet la photographie aérienne. On a pu dessiner avec précision des cartes de tranchées à partir de clichés aériens. Au printemps 1915, l'utilisation des avions pour diriger le tir de l'artillerie prend de l'importance grâce à la mise au point de la radio air-sol. Chez les Alliés, de nouveaux appareils, comme ces Nieuport français, viennent à bout des Fokker juste à temps pour le début de la bataille de la Somme en juillet 1916. Les Britanniques, eux, lancent leur FE-2B. Sa vitesse maximale ne dépasse pas 140 km/h, mais il se révèle extrêmement maniable. Pendant l'hiver 1916, malheureusement, la chance tourne et les pertes d'avions alliés s'accumulent. Les constructeurs Fokker, Albatros et Halberstadt fabriquent en effet des avions dont les performances sont meilleures que celles des avions alliés. Par ailleurs, les Allemands commencent à ne plus se déplacer qu'en escadrilles de 14 appareils, de sorte qu'ils ont bientôt la supériorité du nombre sur leurs adversaires. La suprématie aérienne des Allemands atteint son point culminant en avril 1917 sur le front de l'Ouest. À cette époque, 3 ou 4 escadrilles prennent le ciel en même temps. On appelle cette manœuvre le cirque. Le cirque le plus célèbre est mené par le baron von Richthofen, que les Anglais surnomment le baron rouge, à cause de la couleur des Albatros puis des Fokker qu'il pilote. C'est un officier de cavalerie âgé de 32 ans au début de la guerre, passé dans l'aviation. Sa poigne de cavalier en fait un excellent pilote. C'est l'un des as de l'aviation allemande. Lorsqu'il est tué au combat, en avril 1918, il a abattu 80 avions ennemis, plus qu'aucun autre pilote.
Les Anglais baptisent le mois d'avril 1917 le Bloody April, l'avril sanglant. Ils perdent près de 150 appareils et 300 de leurs pilotes et observateurs sont tués ou faits prisonniers. Mais la chance tourne cette fois en faveur des Alliés qui ont mis au point de nouveaux types d'avions à temps pour une offensive, celle d'Ypres. Les Français ont désormais plusieurs types de SPAD, monoplace ou biplace. Ils ont également sorti le Nieuport 17, qu'utilisent aussi les Anglais pour escorter leur Sopwith Pup, le premier monoplace de reconnaissance qu'ils aient mis en service à la fin de 1916. Ce petit avion très maniable aura bientôt d'autres rôles à jouer. Il lui ajoute le triplan Sopwith, le biplace Fighter et le SE-5 que l'on voit ici, qui se révélera l'un des meilleurs avions de combat de la guerre. Pourtant, ce n'est pas la vitesse qui leur donne l'avantage. En réalité, en 4 ans de guerre, les quelques 140 km à l'heure de 1914 n'augmenteront que de 60 km à l'heure. L'important, c'est leur maniabilité, notamment pour virer et pour grimper. Les exploits des as de l'aviation déchaînent l'enthousiasme du grand public des deux côtés du front. Ils font les gros titres des journaux. Les Allemands ont Richthofen, mais aussi Voss et Udet. Chez les Français, Guynemer est un héros national, de même que Ningesser et Fonck. L'un des nombreux as anglais est le timide Albert Ball, âgé de 20 ans. Une fois les Américains entrés en guerre, eux aussi ont leur as, comme Rickenbacker et Lufbery, qui a commencé à voler comme engagé volontaire avec les Français. La plupart des as ne survivront pas à la guerre. Ils meurent presque tous au combat. Les funérailles de Lufbery sont grandioses. Désormais, si le temps le permet, des combats aériens ont lieu chaque jour sur le front de l'Ouest. Les adversaires tentent de se placer dans la meilleure position au-dessus de leurs opposants et à contre-jour avant d'attaquer. La bataille se transforme souvent en duel individuel et c'est l'avion qui peut virer au plus près et se placer derrière son adversaire qui remporte invariablement la victoire. Sur ces petits avions fragiles, l'espérance de vie des pilotes est souvent bien inférieure à celle d'un jeune officier dans les tranchées. Les combats ne sont pas seuls en cause. Il y a aussi le taux élevé des accidents. Les équipages ont peut-être une existence plus confortable que celle des soldats des tranchées, mais leur vie est aussi beaucoup plus dangereuse. La tension qu'entraînent les combats aériens et le nombre d'heures de vol quotidien, jusqu'à 6 heures par jour, finit par devenir insupportable et les hommes craquent.
Les autorités prennent des mesures pour assurer le repos des équipages. Ainsi, les Britanniques décrètent-ils que les pilotes doivent partir en permission au bout de 6 mois de présence sur le front. Le principal objectif de la bataille pour la suprématie du ciel est de permettre la reconnaissance aérienne ininterrompue. Chaque jour, les avions sont envoyés au-delà des lignes pour rapporter des renseignements précis sur les dispositifs de l'ennemi. Ces missions peuvent être extrêmement dangereuses, comme le montre le soulagement de cet équipage rentré sain et sauf. Il est vital que les équipages de reconnaissance aérienne rendent compte de ce qu'ils ont vu dès leur retour, quand ils ont encore les détails en mémoire. Leurs renseignements sont ensuite transmis aux états-majors pour analyse. Parfois, on décide d'envoyer immédiatement des avions bombarder les objectifs tels que dépôts de munitions, centres de transmission ou postes de commandement. Ces missions fréquentes vont donner naissance à un nouveau type de bombardier. Au début, on a aménagé des avions tels que le FE-2B, puis on les a remplacés dès 1917 par des appareils plus efficaces. Ils sont équipés d'un système de fixation de bombes muni d'un dispositif de déclenchement. Les bombes elles-mêmes sont plutôt modestes, comme le prouvent ces bombes anglaises de 30 et 45 kilos. Les viseurs sont rudimentaires et bien souvent c'est le pilote qui doit décider du moment opportun où lâcher les bombes. Pour favoriser la précision, les avions doivent voler bas et sont donc inévitablement menacés par les tirs venant du sol. Les bombes sont soigneusement fixées sur l'avion. Elles sont armées, ce qui est encore plus dangereux pour l'équipage en cas d'atterrissage forcé. Les bombardiers sont également vulnérables au feu des avions ennemis. C'est pour cela que les avions de reconnaissance se mettent à jouer le rôle d'escorteurs de bombardiers. C'est le cas du Bristol, un chasseur britannique. Les mitrailleurs ou les observateurs remplissent eux-mêmes le chargeur de leur mitrailleuse afin d'éviter les risques d'enrayage qui sont souvent mortels en plein combat. Le grand avantage du chasseur biplace sur le monoplace, c'est que l'observateur peut à tout moment couvrir l'arrière. Sa mitrailleuse est montée sur une couronne tournante qui lui donne une maniabilité maximale. Même les avions spécialisés, comme cet appareil britannique de reconnaissance d'artillerie, sont parfois équipés de bombes en vue d'attaquer, le cas échéant. La présence de ces bombes suffit parfois à remonter le moral de l'équipage en lui permettant de rendre les coups. Dès le début de la guerre, il y eut des avions de reconnaissance qui lâchaient leurs bombes sur les troupes au sol et plus tard qui les ont attaquées à la mitrailleuse. Mais ce n'est pas avant l'année 1917 qu'on commence à les utiliser officiellement comme chasseurs-bombardiers au cours des attaques de tranchées. Non seulement ils fournissent un appui direct aux attaquants, mais ils rapportent aussi des renseignements précieux sur le déroulement de l'attaque. Le Razmot, qui les rend hautement vulnérables au feu ennemi, requiert des nerfs d'acier. L'un de ces avions est le modèle anglais Sopwith Camel,
qui apparaît en France au cours de l'été 1917. Il faudra attendre la fin de la guerre pour que l'on se préoccupe de la protection du pilote contre les attaques venant du sol. Le résultat, c'est le Sopwith Salamander, de la même famille que l'avion présenté ici. Autour du cockpit et en dessous, on a fixé des plaques de blindage. En septembre 1918, l'appui aérien des opérations au sol s'est tellement perfectionné que le colonel Mitchell, commandant des forces aériennes américaines, peut faire appel au service de 1500 avions français et américains de tous les types pour l'attaque de Saint-Mihiel. Les 2/3, dont de lourds bombardiers, sont utilisés loin derrière les lignes ennemies pour interdire le transport des approvisionnements et des unités de réserve vers le front. Les autres sont chargés de l'appui aérien rapproché. Les appareils ne sont pas seulement menacés par les fusils ou les mitrailleuses conçues spécialement. Depuis 1915, les deux adversaires possèdent des canons de défense antiaérienne, dont certains sont au sol et d'autres sont montés sur des camions. Il a fallu du temps pour maîtriser la précision du tir contre les avions, mais c'est désormais chose faite aux grandes dames des pilotes. Les plus vulnérables sont les avions de reconnaissance photographique qui doivent voler en ligne droite quand ils prennent leurs photographies. La guerre aérienne se déroule également sur les autres théâtres d'opération. Les Autrichiens et les Allemands sont confrontés aux Russes sur le front de l'Est. En raison du faible déploiement d'avions de part et d'autre et de la plus grande longueur du front, les combats aériens y sont moins fréquents qu'à l'Ouest. Mais à Salonique, on voit ici un hydravion britannique qui survole le port, et sur le front italien, les combats aériens atteignent parfois l'intensité de ceux des Flandres ou de France. Les avions effectuent également des reconnaissances pour déceler la présence des forces allemandes dans la savane d'Afrique orientale. Au Moyen-Orient, les appareils britanniques sont utilisés contre les Allemands en Mésopotamie et en Palestine. C'est au cours de la dernière offensive anglaise en Palestine qu'est prouvée l'efficacité de l'aviation dans la conduite de la guerre au sol. Les forces turques, battant en retraite, sont encerclées et ensuite pilonnées du ciel par des bombardements et le tir des mitrailleuses. Pourtant, nulle part, la guerre aérienne n'est plus intense que sur le front de l'Ouest, et elle le restera jusqu'au bout, sans que les Allemands ne cèdent d'un pouce, même face à la supériorité en nombre grandissante des Alliés. La guerre aérienne est considérée par les adversaires comme une guerre bien plus propre que celle qui se déroule à terre. Certains n'hésitent pas à la comparer aux joutes courtoises des chevaliers du Moyen-Âge.
Aux yeux du grand public, la guerre aérienne en France et en Flandre revêt un caractère prestigieux. Les duels d'avions ont peut-être dominé la guerre aérienne entre 1914 et 1918, mais on revient des deux côtés à une vieille méthode d'observation aérienne qui fournit de nouvelles cibles aux appareils. Le ballon d'observation captif permet aux observateurs de surveiller les activités de l'ennemi et de contrôler les tirs d'artillerie beaucoup plus facilement que depuis un avion en vol. La liaison avec le sol est maintenue par téléphone. Les ballons sont néanmoins des cibles voyantes et les avions les mitraillent de balles incendiaires. Les observateurs ont donc une mission extrêmement dangereuse et des deux côtés, ils sont très tôt équipés de parachutes. Ce ne sera pas le cas des équipages d'avions jusque vers la fin de la guerre. En fait, les pilotes alliés ne recevront jamais de parachute, l'état-major britannique craignant que cela ne les incite à abandonner trop vite leur appareil. Quand un observateur détecte un chasseur ennemi, il rend compte aussitôt. S'il est attaqué, il saute en parachute, puis, au moyen d'un treuil, l'équipe au sol s'efforce de ramener le ballon avant qu'il ne prenne feu, tandis que les canons de défense aérienne tirent sur le chasseur. La marine emploie également des ballons d'observation au cours de la Grande Guerre. Comme les navires ne sont pas encore équipés de radars, ils ont bien du mal à déterminer ce qui se passe au-delà de l'horizon. C'est pourquoi le ballon se révèle utile, mais il a quand même ses limites. Cela prend du temps de le gonfler et de le hisser au treuil. On ne peut pas non plus l'utiliser par mauvais temps, ni bien entendu quand le navire est en mouvement. Ce dont la marine a besoin, c'est d'augmenter la portée de sa vision. Deux solutions s'imposent, toutes deux faisant appel à l'aviation. La première est suggérée par l'exploit d'un pilote professionnel américain qui, en novembre 1910, parvient à faire décoller son biplan Curtiss de la plateforme construite à cet effet sur le cuirassé Birmingham. Les Anglais font des essais analogues avec un hydravion à flotteur. En 1914, cependant, les marines nationales semblent préférer ce dernier type d'appareil pouvant décoller sur terre et sur mer, plutôt que d'étudier plus avant l'idée d'un aéronef pouvant décoller d'un navire et y atterrir. Ici, un hydravion russe est mis à l'épreuve. Mais le problème est de savoir par quels moyens transporter les hydravions et comment les utiliser une fois en mer. Les Russes tentent de les remorquer, mais cela n'est faisable que par beau temps. Les Allemands, eux, se contentent de les mettre à flot à partir de cales de lancement, leur flotte de haute mer ne s'aventurant que rarement hors du port et uniquement en mer du Nord. Mais ils utilisent les hydravions pour toute autre chose que la reconnaissance, comme le prouvent ces intéressantes images. C'est finalement la marine britannique qui trouve la solution. Les Anglais ont converti un vieux croiseur léger qui peut accueillir 2 hydravions. Par la suite,
un paquebot de la compagnie Cunard est transformé de la même façon pour héberger 11 appareils. Un temps considérable est cependant requis pour les préparer aux conditions de vol. Dotés de roues fixées sur les flotteurs, ces avions peuvent décoller du pont. Au retour, l'hydravion amérit à côté du navire et doit être laborieusement hissé à bord. Le fait de pouvoir replier les ailes de l'hydravion est très important car cela permet un gain de place dans le hangar du navire. Trois autres bateaux, des ferries, sont eux aussi convertis au début de la guerre. Voici l'un d'eux, l'Engadine, qui peut accueillir 3 puis 4 hydravions. Au début, il se révèle d'utilisation malaisée. En 1915, il subit des transformations massives qui le rendent plus efficace. C'est l'un de ces hydravions qui détecte le premier, la flotte allemande, juste avant la bataille du Jutland, le 31 mai 1916. Malheureusement, le rapport du pilote ne parviendra pas à la flotte britannique. Les porte-hydravions, eux, n'ont pas suffisamment d'espace sur le pont pour les décollages. Il faut donc d'abord descendre l'hydravion dans l'eau. Pour la reconnaissance navale à longue distance, le ballon est idéal et au début de la guerre, c'est le rôle attribué aux zeppelins allemands. Les gros bâtiments s'équipent eux aussi d'un hydravion pour accroître la portée de reconnaissance de la flotte. Les Britanniques commencent à mettre au point des aéronefs torpilleurs qu'ils utilisent contre les navires. L'aviation est également utilisée contre les sous-marins dès le début de la guerre. L'hydravion Short est, au début, la principale défense britannique aérienne contre les sous-marins. On peut l'armer de bombes qui servent à attaquer non seulement les sous-marins, mais également leurs bases. La première opération de ce type est effectuée par la Royal Navy à l'automne 1914, lorsqu'un appareil bombarde une base de sous-marins à Anvers. Lorsque démarre la première campagne d'attaque de navires marchands par les sous-marins allemands en 1915, l'amirauté décide de trouver la bonne riposte. L'hydravion, tel qu'il existe, n'a pas en effet les capacités requises pour être efficace en matière de lutte anti-sous-marine,
et il faut donc trouver d'autres moyens. L'une des solutions au problème est l'hydravion à coque, qui remplace l'hydravion à flotteur. L'un des inventeurs de ce type d'aéronef est l'Américain Glenn Curtiss. En 1916, le lieutenant-colonel Porte, que l'on reconnaît ici à sa chaîne de montre, commande la base aéronavale de Felixstowe, sur la côte est de l'Angleterre. Il convertit l'hydravion à coque H-12 de Curtiss à la lutte anti-sous-marine. À cet effet, il l'arme de 7 mitrailleuses, de 2 bombes de 115 kg et lui donne une autonomie de 6 heures de vol. En mai 1917, il réussit à couler un sous-marin allemand à l'aide d'une seule bombe. Le Porte et plus tard les hydravions à coque F2 et F5 coulent eux aussi 2 éplins dans les eaux territoriales allemandes. Du coup, les Allemands renforcent leur force aéronavale et de nombreux accrochages ont lieu entre les marines ennemies. L'autre solution, c'est le ballon souple. L'amirauté britannique fabrique un ballon détecteur de sous-marins dont on voit ici le lancement. Propulsé par un moteur de Rolls-Royce de 75 chevaux, il peut atteindre une vitesse élevée. Le tuyau qui dépasse l'hélice sert à canaliser dans l'enveloppe l'air dégagé par l'hélice afin de maintenir la pression à l'intérieur. En vol, ces ballons se révèlent des plus maniables. Le Coastal Star Class est un autre type de ballon britannique plus grand. Sa nacelle s'inspire du fuselage de l'aéronef BE-2C. À la fin de la guerre, ces ballons peuvent demeurer jusqu'à 48 heures en l'air et sont équipés d'une radio et de bombes. On a développé une méthode pour hisser les hommes dans les ballons à partir des navires en mer. Cette technique est aujourd'hui largement utilisée par les hélicoptères, notamment dans les opérations de sauvetage aéromaritime. Si ces ballons sont armés de mitrailleuses et de bombes, dans la pratique, ils sont trop instables pour permettre l'attaque d'une petite cible, comme le sous-marin. La technique habituelle est donc de collaborer étroitement avec des navires de guerre de surface et de les diriger sur l'objectif visé. Les Britanniques continuent leurs travaux pour construire un véritable porte-avions. Au début, l'hydravion à roues et à flotteur est utilisé pour les essais de mise au point d'un pont suffisamment long pour permettre les décollages à la bonne vitesse. Mais les atterrissages sont impossibles, car les avions ont encore besoin d'une plus grande longueur de pont. La solution est trouvée fin 1916 avec le lancement du Sopwith Pup. Telle est la souplesse de ce petit chasseur que les cuirassés et les croiseurs de la marine britannique peuvent le propulser à partir de rampes de fortune, à base de planches posées sur les canons jumelés de chaque tourelle. Les rampes elles-mêmes se montent et se démontent très rapidement.
fin de la guerre, on a utilisé plus d'une centaine de ces chasseurs. Ils ont notamment joué un rôle dissuasif vis-à-vis des Zeppelins. En août 1917, alors qu'un croiseur escorte des poseurs de mines au large de la côte hollandaise, un Sopwith Pup intercepte un Zeppelin et le réduit en cendres. Il est cependant impossible de faire atterrir ces chasseurs sur les rampes de fortune. Il est bien sûr relativement facile de remonter les hydravions à bord et l'expérience rend les opérations de plus en plus aisées. Pour les avions basés à terre, c'est plus difficile. On leur fixe des sacs de flottaison pour les garder à flot pendant que la remontée se déroule. Malheureusement, les sacs ne sont pas très efficaces et bien souvent, l'avion ainsi récupéré n'est plus utilisable pour d'autres vols. En août 1917, néanmoins, un Sopwith Pup atterrit sur un croiseur anglais qui a été converti en porte-avions après la construction d'une piste d'envol sur son pont. Le pont se trouve au milieu du navire, ce qui réduit d'autant la surface d'appontage. Malheureusement, 5 jours plus tard, un pilote se tue en tentant d'exécuter la même manœuvre. Pour faciliter les appontages, on met des skis aux avions. Ceux-ci ne réduisent pas vraiment les risques courus. Par la suite, le croiseur Furious possédera un pont d'envol sur toute sa longueur. C'est le premier vrai porte-avions comme nous le connaissons aujourd'hui. Fin 1918, l'aéronaval a fait la preuve de l'importance de son rôle dans la guerre navale, même si la technologie aéronautique et nautique n'est pas totalement au point. La Grande Guerre a également montré qu'on pouvait utiliser l'aviation dans un rôle indépendant de celui des forces terrestres et navales. Dès les premières semaines de la guerre, l'aviation a attaqué des cibles derrière les lignes avec des bombes rudimentaires. Puis le 30 août 1914, un biplace de reconnaissance allemand lâche 5 petites bombes sur Paris, tuant une femme et faisant 2 blessés. Il aurait pu s'agir d'un acte illégal, étant donné que la Convention de La Haye, en 1899, interdisait le lancement de toute forme de projectile depuis un engin aérien. Mais c'était avant l'avènement de l'avion et les grandes nations avaient plus tard refusé de ratifier cette interdiction. En janvier 1915, l'empereur d'Allemagne autorise les raids de Zeppelin contre des installations navales et militaires. Le même mois, le premier raid tue 4 civils et en blesse 16 autres sur la côte est de l'Angleterre. C'était sans le vouloir, proclame l'état-major allemand. Les Zeppelins disparaissent jusqu'en avril 1915, époque à partir de laquelle ils opèrent à nouveau depuis la Belgique vers l'Angleterre et la France. D'autres, comme celui-ci que l'on voit se déplacer au-dessus de Varsovie, attaquent des cibles en Pologne, à l'appui des offensives allemandes contre les Russes au cours du printemps et de l'été 1915. Les Zeppelins bombardent Londres pour la première fois dans la nuit du 31 mai 1915. 15 civils sont blessés. À cette date, on a mis au point des défenses rudimentaires, quelques armes antiaériennes et quelques faisceaux lumineux.
On a également décidé d'éteindre les lampadaires des rues. Le résultat est peu probant. Néanmoins, une semaine plus tard, on assiste à la première victoire d'un avion contre un zeppelin. Un aéronef anglais aperçoit un zeppelin au-dessus de la Belgique, prend de la hauteur et le détruit. Les zeppelins attaquent à nouveau en 1916, mais les défenses britanniques ont eu le temps de s'améliorer. Devant le nombre des ballons détruits, les attaques finissent par cesser. Pendant ce temps, les Italiens ont mis au point des bombardiers à long rayon d'action. Les Caproni traversent les Alpes pour attaquer des objectifs en Autriche. Le port de Pola, sur la côte adriatique, est également bombardé. Les Russes, de leur côté, possédaient en 1914 un grand bombardier quadrimoteur, l'Ilya Mouromets. Il a été conçu par Sikorsky, à qui on devra plus tard l'hélicoptère. Les Allemands aussi fabriquent des bombardiers à long rayon d'action et en mai 1917, ils attaquent l'Angleterre de jour à partir de bases situées en Belgique. Voici un avion géant qui pouvait transporter 2 tonnes de bombes. Ce sera le plus gros avion à être fabriqué en série pendant la guerre. Toutefois, ce sont les Gotha, plus petits, qui effectuent les premiers raids. Pouvant atteindre une vitesse de 140 km à l'heure avec 500 kg de bombes à bord, ils attaquent Londres et Paris en 1917 et 1918 et provoquent la mort de plusieurs centaines de civils. Il y a de très nombreux blessés. Dès les premiers raids, la panique s'installe à Londres. Il y a des émeutes dans le quartier pauvre de l'East End et les ouvriers ne pointent plus dans les usines de munitions. 2 escadrilles de chasseurs sont ramenées en hâte de France et un comité est constitué pour étudier les moyens de faire face à cette menace. Ce comité préconise entre autres la mise en place de fusées pour avertir la population d'une alerte imminente. On crée de nouvelles escadrilles de chasseurs de défense, étroitement liées à l'artillerie antiaérienne et au système d'alarme. Tous ces moyens sont rapidement déployés et contraignent les Allemands à recourir aux attaques de nuit. Très vite, les défenses s'avèrent efficaces. Le dernier raid sur Londres en mai 1918 se solde par 6 bombardiers abattus. Un pilote de la Royal Air Force note, toutefois, qu'ils atteignent une cible ou non n'a aucune importance pour eux. Leur objectif est de terroriser la population civile et d'abattre leur morale. Le désir de se venger des raids sur Londres est si fort qu'à l'automne 1917, les bombardiers britanniques sont envoyés dans l'est de la France pour attaquer des objectifs en Allemagne. Ces bombardiers sont entre autres l'énorme Handley Page, équipé de bombes de 750 kg, mises au point pour attaquer les bases de Zeppelin. Les objectifs industriels sont également choisis en Allemagne du Sud-Ouest, mais les intempéries ne permettent que quelques raids avant l'hiver. Ils augmenteront en 1918 grâce au développement des forces aériennes alliées.
À la fin de la Grande Guerre, les stratèges sont perplexes. Les forces aériennes pourront-elles, à l'avenir, gagner des guerres à elles seules en détruisant la volonté de se battre d'une nation? Le monde va devoir attendre 25 ans avant qu'une réponse ne soit donnée à cette question.